Merci Madame la Présidente, chers collègues. L'accord adopté le 12 décembre dernier lors de la conférence Paris Climat 2015, la COP 21, est un texte qui marquera l'histoire des relations internationales. Cet accord ouvre la perspective d'un pacte avec le futur, selon l'expression même du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, car il donne au monde les bases d'une maîtrise des émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine directe des dérèglements climatiques que nous constatons tous ou que nous vivions dans le monde. Le consensus inédit de décembre 2015, avec 195 États déterminés à agir ensemble face à cette menace pour l'avenir de l'humanité, vient d'être confirmé par les conditions dans lesquelles l'accord a été ouvert à la signature à New York le 22 avril dernier. 175 pays étaient représentés à cette cérémonie solennelle, 55 chefs d'État et de gouvernement étaient présents, 15 pays, dont les règles constitutionnelles le permettent, ont d'ores et déjà déposé leur instrument de ratification le 22 avril. À titre de comparaison, et je crois que c'est utile d'en faire une, c'est très au-delà de la Convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer, qui n'avait reçu que 119 signatures le même jour. La prise de conscience au niveau mondial quant à la nécessité et à l'urgence d'agir est réelle. Les indicateurs climatiques nous le rappellent. Il s'agit d'abord de la concentration des gaz à effet de serre, qui est de l'ordre de 400 particules par million, ppm pour le CO2, alors qu'il faut la contenir à 450 ppm afin de limiter la hausse des températures à 2 degrés Celsius. Mais il s'agit aussi des températures moyennes qui s'élèvent inexorablement. Les années chaudes sont bien plus fréquentes dans les périodes les plus récentes qu'elles ne l'étaient par le passé. Interviennent également des développements préoccupants. Ainsi, il est désormais avéré que le rôle de l'Antarctique n'est pas neutre, que ces glaces fondent et qu'il faut par conséquent réévaluer l'ampleur de l'élévation du niveau des océans. Les comportements changent aussi. Aujourd'hui, les appels de la finance en faveur de l'action pour le climat reposent sur une analyse économique de fond. La transition énergétique et l'économie verte offrent des perspectives de croissance et d'emploi, et le très faible niveau des taux d'intérêt incite aux investissements massifs dans les énergies renouvelables. Les travaux du secteur de la finance conduisent à l'évaluation des risques climat et des contenus carbone des produits financiers et des produits d'assurance, évaluation qui n'existait pas, ou presque pas, auparavant. De même, des pays producteurs d'hydrocarbures tels le Canada ou même l'Arabie saoudite envisagent des mutations profondes de leur économie. La Chine réduit de manière significative son recours au charbon. Dans la sphère commerciale, pour ne citer que cet exemple très récent puisqu'il date de lundi dernier, un groupe phare comme Total vient d'annoncer une OPA amicale sur Saft, une entreprise pionnière, déjà ancienne, de notre pays, présente dans l'industrie des batteries et notamment dans le stockage de l'électricité qui est à terme la solution à la difficulté qui demeure de l'intermittence de la production des éoliennes et des panneaux solaires. De fait, nous sommes bien, comme le note Hubert Védrine dans son dernier ouvrage, dans une transition vers une géoécologie mondiale qui structure sur des bases différentes et plus collectives la société internationale que ne le font la géopolitique et la géoéconomie. C'est donc par un succès de la diplomatie française unanimement saluée dans le monde, succès notamment de Laurent Fabius, auquel je veux rendre hommage, succès de notre ambassadrice Laurence Toubiana, notre championne Laurence Toubiana, à laquelle je rends aussi hommage, auquel il faut associer Ban Ki-moon, que s'achève une mutation commencée avec le sommet de la Terre à Rio en 1992 et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CNUC. Ce succès est aussi un succès de méthode, avec une préparation très en amont des conditions de l'accord et l'association fondée, efficace et surtout pertinente de la société civile, des entreprises, des collectivités territoriales, des villes, sur qui repose la réalisation concrète dans le cadre de l'agenda de l'action et de l'agenda des solutions de la transition énergétique qui s'impose sur les quelques décennies à venir. L'accord de Paris représente donc la base nécessaire pour agir au niveau international, le seul niveau efficace, disons-le,
pour le climat et pour protéger la vie sur notre planète. C'est un texte de compromis assez long, à raison de 29 articles, accompagné notamment sur la question du financement des dispositions de la décision COP 21, essentielle à la compréhension de son détail, une décision reposant sur 140 paragraphes. C'est un texte ambitieux, car il réaffirme bien que l'objectif est de contenir l'élévation des températures terrestres nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, et si possible de le faire à 1,5 degrés Celsius. Il préconise également le franchissement au niveau mondial du pic des émissions de gaz à effet de serre le plus tôt possible, je cite, dans les meilleurs délais, et la neutralité des émissions au cours de la seconde moitié de notre siècle. Des transferts solidaires au profit des pays du Sud sont prévus. La décision qui accompagne l'accord réaffirme bien l'objectif de 100 milliards de dollars par an jusqu'à 2025, avec avant cette même année la fixation d'un objectif plus ambitieux, tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement. De même, selon un mécanisme solidaire et non de responsabilité juridique, le rôle du mécanisme de Varsovie, dit de pertes et dommages, est renforcé par l'accord. L'accord de Paris est par ailleurs un accord universel. Il prévoit des responsabilités communes, mais différenciées, une reconnaissance des besoins et des spécificités des pays en développement. Plusieurs articles prévoient ainsi des modulations ou des dispositions spécifiques. Les outils sont bien là, avec la prise en compte des puits de carbone, dans le cadre de l'article 5 qui incite à leur préservation et, le cas échéant, à leur renforcement. Est également prévu à l'article 6 un mécanisme de transfert international de quotas de carbone, lequel tente au développement et à l'interconnexion des marchés carbone. L'article 7 donne une approche précise de l'adaptation aux impacts du changement climatique. L'article 10 concerne les technologies. L'article 11, les besoins en capacité des pays. Et l'article 12 décline une dimension citoyenne bienvenue avec l'éducation, la formation, la participation du public notamment. Enfin, l'article prévoit bien entendu des dispositions institutionnelles et de procédures précises. Parmi elles, il faut mentionner surtout la clause d'entrée en vigueur avec 2 fois 55, 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et 55 États où 54 États et l'Union européenne doivent avoir ratifié pour que ces 2 fois 55 conduisent à l'entrée en vigueur du texte. Ces ratifications doivent être transmises au secrétaire général des Nations Unies, qui est dépositaire de l'accord. Les dispositions les plus importantes, celles qui sont au cœur de l'accord, méritent davantage de développement, car elles portent sur les contributions climat, ce qu'on a appelé dans le jargon de l'organisation les CDN. L'accord est universel, car chaque pays doit en déposer une de CDN. Et il doit accomplir cette obligation avant 2020, comme l'indique la décision qui accompagne l'accord. Un cadre de transparence et de contrôle destiné à assurer la confiance mutuelle est également prévu, avec notamment la publicité de ces contributions. L'accord, non seulement est universel, mais il est aussi dynamique, car ces contributions font l'objet d'une clause de révision obligatoire tous les 5 ans, et cette révision ne peut se faire que dans un seul sens, par un effet cliquet, vers davantage d'ambition. En outre, l'accord prévoit également tous les 5 ans un bilan mondial organisé 2 ans avant la remise des contributions du cycle suivant, et le premier est donc prévu pour 2023. Sont ainsi mis en place tous les éléments d'un mécanisme de revue par les pairs, dont on a pu constater l'efficacité dans d'autres domaines au niveau international. Il est toujours difficile pour un pays de prendre le risque de s'isoler face à la communauté internationale. Et c'est pour cela, je crois, que l'absence de sanctions ne signifie pas l'absence d'efficacité. Ce que les anglo-saxons appellent name and shame est redoutablement efficace dans ce cadre. Ce mécanisme de revue par les pairs est même prévu pour commencer avant 2020, date prévue pour le dépôt des premières CDN. Un premier exercice est prescrit pour 2018 sur la base des 190 contributions nationales déposées pour la conférence de Paris. La décision qui accompagne l'accord
prévoit en effet deux développements importants. Il s'agit d'une part, je cite, d'un dialogue de facilitation pour faire le point des efforts collectifs déployés par les parties en vue d'atteindre l'objectif à long terme et d'éclairer l'établissement des contributions déterminées au niveau national pour 2020. Il s'agit d'autre part d'un rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, je cite, sur les conséquences d'un réchauffement planétaire supérieur à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel et les profils connexes d'évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cette dynamique doit permettre de déboucher sur la transition énergétique nécessaire pour décarboner substantiellement notre économie au niveau mondial. Mais l'accord de Paris ne règle pas tout. Et il reste beaucoup à faire d'ici à 2020. Je vois notamment trois grands enjeux d'ordre institutionnel. D'abord, il faut que la ratification intervienne le plus vite possible. En plus des 15 ratifications déjà accomplies que je citais en ouverture, les États-Unis et la Chine ont indiqué y procéder dès cette année, avant le G20 de septembre pour la seconde, pour la Chine. Cette annonce des deux principaux émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre met clairement en évidence le risque que l'Union européenne, qui a fait bien davantage que le reste du monde en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, ne perde cependant le leadership au niveau mondial si les 27 ne suivaient pas l'exemple de la France d'une ratification rapide. En l'état, je crois qu'il faut rester prudent sur le calendrier de nos partenaires, compte tenu des émissions de chacun, une ratification par la Chine, les États-Unis et les 28, qui représentent environ la moitié des émissions mondiales, et de quelques autres pays, ferait que la clause des 2 fois 55 serait rapidement acquise. Il serait, de manière évidente, regrettable que l'Europe ratifie après l'entrée en vigueur de l'accord, car sur tous les continents, la dynamique est déjà là, et dans un nombre non négligeable de pays, y compris l'Inde, l'on envisage des ratifications à assez brève échéance. Le second enjeu que je veux distinguer est de maintenir la dynamique même de l'accord de Paris. Plusieurs rendez-vous internationaux importants sont prévus dans le courant de cette année, destinés notamment à la société civile, aux entreprises et aux collectivités territoriales. Ce sont là les acteurs qui mettent en œuvre de manière concrète, dans le cadre de l'agenda des solutions, les éléments de l'atténuation et de l'adaptation. Je viens du monde de l'entreprise et je vois profondément comment le monde de l'entreprise peut être décisif dans la réalisation des objectifs contenus même dans l'accord de Paris. Enfin, le troisième enjeu que je distingue est d'ordre financier. Il est au cœur de la relation de confiance avec les pays du Sud, notamment avec les pays africains. Il faut voir plus clair sur le niveau, sur la composition, sur l'affectation de ces financements. Avec un peu moins de 10 milliards de dollars, le fonds vert n'est qu'une partie de l'enveloppe des 100 milliards de dollars par an qui doit intervenir vers 2020 et ensuite s'accroître. Il y a donc encore bien du travail à faire sur la répartition entre financement public et financement privé, entre dons et prêts, entre atténuation et adaptation, et aussi sur la teneur de ce qui relève de l'adaptation dans le cadre de projets concrets. Se trouve de même en arrière-plan de l'ensemble de ce débat les transferts de technologie. La COP22 se tiendra à Marrakech en novembre prochain. Elle est déjà activement préparée par la présidence française, exercée désormais par Ségolène Royal, et la future présidence marocaine, bien entendu. Elle a un ordre du jour chargé. Ce sera aussi le cas des autres réunions qui suivront. En effet, la période de l'avant 2020 est critique, car nous devons faire, sur le plan énergétique, des efforts rapides et importants pour franchir le pic des émissions mondiales le plus rapidement possible. La logique de l'approche par le budget carbone, qui mesure les quantités de gaz à effet de serre que l'on peut encore rejeter dans l'atmosphère, tout en restant dans la limite des 2 degrés Celsius, est implacable. Le seul maintien au niveau actuel des émissions nous conduirait à épuiser ce budget avant 2040, c'est-à-dire demain. Les 190 contributions nationales sur le climat qui ont été déposées pour la COP21 nous conduisent à une élévation des températures aux alentours de 3 degrés.
C'est mieux que les 4 degrés antérieurement prévus, mais c'est en même temps nettement insuffisant. C'est pourquoi je souhaite, à l'occasion de la présentation de ce rapport, insister vivement sur l'importance d'une révision en 2018 de ces contributions pour que celles déposées en 2020 pour l'application de l'accord climat soient plus ambitieuses. En parallèle, il faut que les mesures prises au niveau national en matière de transition énergétique soient bien entendu crédibles. Ce rendez-vous de 2018 sera d'autant plus stratégique que c'est cette même année que devront être définies les mesures de contrôle des émissions dites de MRV, mesures, reporting et vérification. Certes, les progrès de la technique satellitaire permettraient de faire des contrôles du respect des engagements des États, mais il reste préférable, dans une organisation fondée sur la confiance, que chacun d'entre eux dispose de ses propres instruments. Pour la transition énergétique mondiale, les grandes initiatives comme l'Alliance solaire internationale, notamment portée par l'Inde, la mission Innovation et l'initiative Énergie pour l'Afrique, portée par notre ancien collègue Jean-Louis Borloo pour électrifier le continent africain, comme le requiert le développement industriel et la stabilité des populations, sont autant de projets essentiels. Mais le principal enjeu est de parvenir à une solution crédible et partagée, permettant de relever le prix du carbone. C'est en effet le prix du carbone l'élément fondateur, l'élément de traction de la transition énergétique. Actuellement, seuls 12% des émissions mondiales sont couvertes par un mécanisme du prix du carbone, taxation ou mécanisme de marché, avec échange de quotas comme le système européen ETS. D'abord, il faut redonner l'avantage au gaz naturel qui émet 2 fois moins de CO2 que le charbon. Le simple remplacement du charbon par le gaz naturel permettrait en soi de réduire de 20% les émissions mondiales de CO2. Ensuite, c'est la clé de la rentabilité sans subvention des équipements de production d'énergie renouvelable. Et les circonstances s'y prêtent, paradoxalement, car les cours des sources d'énergie fossiles sont bas. Cela permet de légitimer la mise en place d'un mécanisme de taxation, comme l'a fait d'ailleurs la France, ou un mécanisme de marché avec un prix plancher, comme le proposait il y a peu le président de la République, suivant ainsi l'exemple du Royaume-Uni, pour pallier aux déficiences de l'ETS, avec un cours à ce jour ridiculement faible, aux alentours de 5 à 6 euros la tonne de CO2. En outre, la baisse du cours des hydrocarbures depuis 2 ans masque la réduction spectaculaire des coûts de fabrication que l'on constate, par exemple, dans le secteur photovoltaïque. Naturellement, cela ne signifie pas un prix unique pour l'ensemble des pays, mais la généralisation, et c'est important, d'un signal prix incitatif pour le changement du mode de production d'énergie. Enfin, il faut faire un effort massif de recherche dans 2 domaines majeurs dont les résultats peuvent accélérer de manière significative la transition vers une économie bas carbone. Le premier concerne le stockage de l'électricité, et je parlais en introduction de l'accord possible entre Total et Saft. Le stockage de l'électricité, c'est la solution à l'intermittence de la production d'énergie renouvelable, telle l'énergie éolienne ou l'énergie solaire. Nous n'avons pas encore les batteries abordables et sans métaux rares qui permettront de passer à la production de masse d'équipements de stockage. Et il nous les faut. Le second effort concerne le captage et la séquestration du CO2, seule solution pour que l'abondance des ressources en charbon de certains pays ne soit plus une nuisance, mais devienne au contraire potentiellement un atout. En conclusion, chers collègues, l'accord de Paris est, à mon sens, un progrès fondateur, mais il reste beaucoup à faire pour sa mise en application et surtout pour que soit maintenue la dynamique tellement nécessaire à l'accomplissement par l'homme, en quelques décennies, c'est-à-dire en si peu de temps, d'une transition énergétique pour laquelle l'histoire ne fournit aucun élément de comparaison. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre la volonté du gouvernement et de Mme Ségolène Royal de procéder à une ratification rapide. Et c'est dans cette même perspective que je vous propose d'adopter d'une manière tout aussi claire que massive ce texte essentiel à la sérénité de notre futur, à l'avenir de notre planète et à la vie des générations de demain. Je voudrais remercier M. Tocan, avec qui j'ai travaillé tout au long de la préparation de ce rapport, au cours d'auditions passionnantes, dont la dernière a eu lieu ce matin, et vous proposer en guise de conclusion une petite animation. Ah, ça ne marche pas. Ah, quel malheur.
On a perdu le réseau. On vous enverra le lien. C'est une très belle animation qui est préparée par le climatologue de l'université de Reading au Royaume-Uni, Ed Harkins, sur l'augmentation des températures depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à 2016 en forme de toile d'araignée, et c'est incroyablement impressionnant et parlant en l'espace d'une demi-minute. Tout y est. Merci.